Le néolibéralisme est un mot qui vous permet d'avoir l'air intelligent dans une chronique du devoir ou d'un blog étudiant. Nietzsche. Ben non, c'est Frank le dédomiseur qui a dit ça sur Twitter. J'ai trouvé ça vraiment bon. On a toutes sortes de sujets aujourd'hui. Fait qu'évidemment, on n'en parlera pas. Écoute, on start le show tout de suite, là, sérieusement. Pas trop d'introduction. On avait des affaires sur le français puis l'anglais. Je pense que je voulais qu'on lance Vincent là-dessus. Frank, ça te tente-tu? Ouais, on peut faire ça. Mais je voulais juste dire que j'avais eu l'idée à un moment donné de faire un petit bouquin de même. Tu sais, que tu fais juste prendre des mots, des buzzwords de même, puis tu les définis de manière humoristique. Fait que, tu sais, mettons, néolibéraliste, ça aurait pu être ça, mot qui permet d'avoir l'air brillant dans une autre affaire. Puis là, tu sais, tu prends tous les trucs que tu sais, tu prends les articles que tu vois dans les journaux, puis tu prends tous les mots, tu sais, mettons, je pourrais faire la même affaire avec libertarien, tu sais, ce serait... Je sais pas, moi, mais libertarien, ça pourrait être, mettons, mot fourre-tout qui permet d'associer Donald Trump, Marine Le Pen et Éric Dupuis. Guide du parfait petit woke dummy. C'est drôle. Ouais, ben dans un deuxième temps, peut-être on reviendra sur l'histoire. À moins, Vincent, que tu préfères qu'on commence avec Murray Rothbard, parce que c'était quand même... Je te laisse décider. C'était la première, le premier sujet, c'était ta suggestion. Le deuxième, c'était la mienne. Puis on a dit qu'on faisait les deux. Fait que je laisse, étant bon sport, je vais laisser le pouvoir de décider à Parfait. À fait que Vincent, qu'est-ce que le néolibéralisme? Non, ben en fait, c'est que je lisais un article sur le Mises Institute que j'aime bien. Ils ont tout le temps ils ont une section blog qui est quand même assez... des fois, c'est même assez crunchy, honnêtement. Là, les gens pensent des fois que les instituts, c'est... Tu vas lire des trucs, il faut que tu aies des sandales avec des bas bruns, là, mais c'est quand même vrai. J'aime le style des gens qui écrivent là-dessus. Là. Et il y a un article qui s'appelle... je le mets en français pour les auditeurs, c'est plus facile. Le bouton de Rothbard n'existe pas, mais il faut l'inventer. Et ça, l'idée du bouton de Rothbard Button, c'était l'idée que à un moment donné, quand ça se met vraiment à chier, il faudrait que tu aies un bouton qui permet de comme resetter l'état, dans le fond. Que tu fais comme... Tu pèses dessus, puis... OK, là... Non, c'est pas resetter, c'est l'abolir. Ben, c'est l'abolir, mais on comprend que... Oh, OK, on scrape tout, puis on recommence. C'est ça la théorie du bouton. Hey, j'en veux un. J'en veux un. Ben, écoute... En fait, OK. Ça, là, je ne savais pas que c'était lui qui avait inventé le terme jusqu'à ce que Frank m'envoie ça, mais c'est depuis longtemps une sorte de test de pureté parmi les libertariens pour savoir à quel point tu es pur. Et l'idée, c'est que si tu dis pas tu es en train de dire que les libertariens sont un petit peu sectaires des fois? No shit. C'est pour ça que des fois, je dis je fais partie de la famille libérale. Tu sais, j'ai des sympathies libertariennes. Puis je te dirais rien qu'à la limite, j'ai des sympathies un peu anarchistes. Mais en réalité, tu sais, comme chercheur, je ne peux pas vraiment m'identifier comme ça parce que je crois pas vraiment non plus. C'est comme j'ai une sorte d'ambivalence à l'égard de tous ces groupes-là. Puis je vais expliquer pourquoi. Mais en gros, c'est tout le temps un test de pureté. Puis si tu réponds pas oui, tu n'es pas un vrai. C'est comme ça que c'est vu généralement. C'est comme ça que c'est utilisé. C'est un test de pureté. Et la réponse, c'est... ma réponse à moi, c'est... Moi, je ne veux jamais le peser, sauf le mois de l'année où je paye mes impôts. Là, il y a 51% de moi qui veut peser sur le piton. Juste 51%? Oui, mais tu prends la moyenne sur l'année. Mes impôts font chier à 100%. Non, mais c'est parce que la portion de moi qui ne veut pas, elle perd pendant ce moment-là. Donc là, c'est pour ça qu'il y a comme un petit... c'est juste assez pour que 51% de moi, puis c'est à peu près égal au taux d'imposition que je payais au Québec. C'était la dernière partie de moi. Juste pour je le montre aux auditeurs là, qui veulent retrouver l'article. C'est cet article-là. Rothbard button doesn't exist, but it needs to be invented. Puis il explique un peu là-dedans l'historique de comment il est venu à cette idée-là. L'idée vient un peu, en fait, de l'existence du régime nazi. Là. Il disait, dans le fond... vu les régimes dégueulasses qu'il y a eu dans l'histoire, imagine s'il y avait
On comprend que c'est une expérience de pensée. Là. Je pense pas qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense que réellement, je peux avoir une machine avec un bouton, puis on abolit le gouvernement, là. On abolit l'État. Mais lui, ce qu'il dit, puis j'avais pogné un autre article là-dessus un petit peu plus tard dans sa vie où il dit, tu sais, les gens trouvent que mon idée est ridicule, que cette expérience de pensée-là est ridicule, mais il existe à peu près la même affaire qui te permet d'envoyer des ogives nucléaires sur un autre pays. Là. Fait que, tu sais, je vois pas en quoi un piton pour annuler, pour dissoudre le gouvernement. Tu trouves un truc en plastique, là, avec le bouton rouge, comme dans les mimes. Là, Hey, on c'est va donner assez. les mallettes de code nucléaire à Donald Trump. Imaginez. Ben, Ouais, on mais ça, comprend que c'est une boutade, là. Tu sais, personne pense que le non, 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 président. non, je pense pas. Je pense pas parce que Rothbard puis plusieurs autres personnes dans la frange libertarienne plus radicale. Non, mais je parlais de l'histoire des boutons nucléaires. Là. C'est pas vrai Ok. que le président il tire un tiroir de bois puis un bouton rouge puis il pèse là-dessus puis il nuke la planète. Là. C'est ça, c'est dans l'imaginaire des gens qui font une fixation aux États-Unis, là, mais c'est pas vrai, là, cette affaire-là. Il n'y a pas de piton dans le tiroir en bois, dans le petit bureau, à côté des crayons puis de l'efface, de la petite efface comme on avait à l'école primaire. Là. C'est pas vrai, ça. Là. OK. Mais je vais juste laisser ça de côté. L'idée chez les libertariens, c'est qu'il y en a plusieurs qui veulent qui croient vraiment, parce qu'il y a une forme, c'est probablement la chose la plus problématique, c'est que quand je dis souvent que le libéralisme est une idéologie qui n'est pas une idéologie parce qu'elle n'a pas d'utopie, elle a des principes, mais elle n'a pas un monde idéal parfait qui existe. C'est pas vrai des libertariens. Il y a des libertariens, il y a des libéraux classiques qui, eux, s'imaginent un monde idéal. Et eux, ce qu'ils s'imaginent, c'est qu'il suffit juste qu'on enlève l'État puis on va l'avoir, ce monde idéal-là. De la même manière un peu que les marxistes vont avoir l'idée que tu enlèves les classes Exact. et la société va se niveler, ça va être juste. Ça ne marche pas. C'est pour ça que je dis souvent que je préfère un monde sans idéal, mais juste avec des principes. Parce que je ne suis pas convaincu, parce que j'ai fait beaucoup d'histoire économique, puis j'en ai des cas d'anarchie que j'étudie. Et les cas d'anarchie que j'étudie, en fait, ils ont l'air de bien fonctionner pendant des bonnes périodes de temps. Quand tu les compares avec leurs comparables de l'époque, genre, l'exemple commun, c'est l'Islande médiévale, mais tu as aussi les Acadiens au 18e siècle. Quand tu les compares, ils sont assez favorablement comparables avec des sociétés contemporaines qui ont des États plus forts. Hey, Donc, parle-moi de ça un peu, ça m'intéresse. L'Islande médiévale, un cas d'anarchie, ça ressemble à quoi l'Islande médiévale? fait que l'Islande médiévale, tu as beaucoup de migration qui se fait à partir de la Norvège, en grande partie du Danemark, et tu as une population qui grandit rapidement là entre 825 et 1215. 1215 étant la date finale de l'annexation de l'Islande par la couronne norvégienne. Et pendant cette période-là, ce qui se passe, c'est que l'Islande est fondamentalement une société qui n'a pas d'État fort. Ce qui se passe, c'est que les gens peuvent se joindre à là, je vais dire tribu, mais ce n'est pas le terme tribu dans le sens qu'on connaît. C'était que tu te joignais à un chef. Et ce chef-là n'avait pas besoin d'avoir une zone géographique. Tu pouvais être plusieurs kilomètres rien de lui. C'est juste que lui allait être la personne qui allait te représenter dans des différends avec d'autres personnes. Ouais. Clan serait peut-être le bon mot? Ben, un clan, souvent, il va avoir un élément de sanguinité partagée. Ici, tu n'avais pas besoin de ça. Donc, ce que tu avais, c'est que tu te joignais à un groupe. Et le groupe, ce que tu avais, puis là, il y a un élément que je vais compter dans une seconde qui est important, mais ce leader-là était ton représentant. C'est lui qui gérait les différends à l'intérieur du groupe, mais aussi les différends entre les groupes. Donc, et en plus, tu avais la liberté de quitter ton groupe quand tu voulais. C'est pour ça que l'aspect, qu'il n'y avait pas d'aspect géographique à ça était assez important, c'est que tu pouvais quitter pour un autre dirigeant dans une autre portion du pays. S'il y avait violence qui était faite, tu pouvais, tous les différents, même les différents criminels, étaient des différents civils. Donc réglés en duel. Ben, ça a l'air, les gens pensent que c'est ça, mais il y a deux choses qui se passaient. La première, c'est que ça voulait dire qu'il fallait que je fasse restitution, mais il y avait aussi le fait que je pouvais vendre tout dommage qui m'était fait à une autre personne pour que la personne fasse la collecte pour moi. Donc, c'est-à-dire que si, disons, toi, tu me fais mal, mais je suis trop pauvre et tu es un riche, bien, je peux vendre les dommages que tu m'as fait à un autre riche
qui, lui, va venir te poursuivre, toi, il va réclamer toi parce que j'ai transféré toutes les liabilities. Donc, tu avais un système comme ça qui faisait que tu avais de la gouvernance entre les groupes et tu avais chacun des clans était des groupes de gouvernance dans lesquels les droits de propriété étaient respectés à l'intérieur du groupe, les différends étaient réglés par des corps de tradition communes. Et en plus, tu avais le interclan qui était réglé via le mécanisme que je viens de décrire. Et là, pendant longtemps, c'était vu, puis ça s'appelait, c'est l'époque des sagas en Islande, que ça s'appelle. Et le système de loi qui émerge, c'est un système de loi commun. Donc, il n'y a pas un dirigeant, il y a juste des assemblées de ces différents chefs-là qui se rencontrent et qui font des ententes, qui s'organisent. Et ça dure 300 ans. Puis c'est assez efficace, un petit peu plus que 300 ans. Pareil. Puis on parle de combien de personnes? À peu près une trentaine de mille ou moins que ça? Non, ça monte quand même assez. J'ai écrit un article là-dessus, fait que je vais le chercher juste pour me rappeler le chiffre, mais j'ai envie de dire proche de 80 000 personnes. Attends un peu, écoute, avec très peu de lois, autrement dit, en fait, pas vraiment des lois, mais juste des coutumes, des mœurs et coutumes, on est capable de gérer une société de tout près de 80 000 personnes. C'est quand même assez impressionnant, je te dirais. Là. Ouais, attends, je regarde la population. OK. Par 1200, c'est ça. Par 1200, c'est quelque part entre 70 et 90 000 personnes qui Mais quel contexte favorise l'émergence d'une société sans gouvernement comme ça? Ben, c'est parce que c'est à la frontière de tout. Il n'y a pas un rôle. L'État à l'époque est généralement faible. C'est à la frontière. Il n'y a pas beaucoup de. C'est dur d'appliquer la loi, d'appliquer, être un dirigeant puis d'appliquer cette règle-là. C'est aussi simple que ça. Mais la chose qui est intéressante, c'est que ça dure longtemps. Puis on a commencé. La première personne qui a étudié ça, c'est David Friedman, qui est le fils de Milton Friedman, dans un article super connu dans Journal of Legal Studies. Puis la première chose qu'il a souligné, c'est quand tu regardes les taux d'homicide dans cette société-là, parce que les sagas, les histoires qui étaient contées, nous disaient qui avait été tué par qui, puis on avait des listes, puis on a aussi des fouilles archéologiques. Puis il n'y a pas beaucoup de gens en Islande, même aujourd'hui, 300 000 personnes. Donc, tu sais, les fouilles archéologiques, on peut avoir des bons inventaires du nombre d'homicides qui ont été faits. Et le taux était à peu près égal à celui des États-Unis dans les années 70. Mais quand tu compares à l'époque médiévale avec le reste de l'Europe, il y avait des guillotines dans ce temps-là. Il n'y avait pas de guillotine, mais c'était à peu près 1/10 le taux d'homicide en Islande est à peu près 1/10 de ce que tu observais sur le continent. Ce qui est assez impressionnant. Et là, après, ce que j'ai fait, c'est que moi, c'est qu'en utilisant ces vieux corps de loi-là, parce que ces corps de loi-là, c'était des jugements, j'ai utilisé toutes les données économiques que je pouvais extraire de ça. Puis, dans un article avec Peter Leeson, dans la Revue d'économie politique, on a essayé de comparer avec la société la plus comparable à l'Islande à l'époque, qui a un État qui est juste un petit peu plus gros. Donc, je ne veux pas comparer avec le pire État, je veux comparer avec le next smallest. Puis ça, c'est l'Angleterre. Puis ce qu'on remarque, c'est que ça compare super bien. Les Islandais, quand on regarde leur salaire réel, donc combien de biens ils pouvaient acheter avec une journée de travail ou un an de travail. Qui est la bonne façon de mesurer tout, on s'entend, là? Je suis d'accord. Tu arrives qu'ils comparent super bien avec les Anglais. Si tu compares avec les autres sociétés, c'est encore mieux. Donc, tu compares avec la France, la Syrie, avec la Turquie, avec l'Empire byzantin. Ils sont exceptionnellement riches pour l'époque. Quand on regarde la taille, ça c'est aussi un truc important, la taille des squelettes qu'on a retrouvés. Généralement, des individus très, très grands sont des individus qui sont très bien nourris. Quand on les compare avec tout le monde, ils sont très, très grands, mais même quand tu les compares à l'intérieur de leur groupe génétique, ce qui est les Scandinaves, donc les grands blonds aux yeux bleus, tu les compares avec ce groupe-là, tu réalises qu'ils étaient même grands parmi les grands. Donc, tu as quand même des les grands blonds aux yeux bleus de 2023, ils ont juste rajouté un peu de. Oui, mais c'était des gens que tous les indicateurs suggèrent qu'ils étaient assez riches. Puis non seulement ça, mais il y a un truc assez important, c'est que la population de l'Islande croît presque exclusivement pendant les premières 75 ans par migration. Donc, les gens choisissent d'aller là et ça cesse uniquement quand le roi. Il y avait de l'immigration, autrement dit. Les gens voulaient y aller et le roi de Norvège a eu à mettre une taxe pour empêcher, puis c'était une taxe pour rentrer
pour quitter la Norvège. Et fait que la frontière était ouverte. La taxe était... Écoute bien ça. La taxe qu'il a mis, les gens voulaient y aller. Pour décourager la migration, ce qui devrait dire que les gens voulaient vraiment y aller, il a mis une taxe, et voici la citation qui vient d'un vieux livre d'histoire norvégienne. This tax was equal to 5 times the estimated annual wage. Oh shit. Il devait la mettre vraiment élevée pour décourager la migration. Donc les gens étaient prêts. Il s'est dit, pour empêcher les gens de quitter, toutes les personnes qui prennent un Islande, quelqu'un qui va aller en Islande et qui va rester là-bas, si tu ne le ramènes pas avec toi quand tu reviens, je vais te charger l'équivalent de 5 fois le salaire de la personne. Puis je me trompe-tu où on parle... Écoute, j'ai un peu la géographie en tête. On parle d'une terre qui est plus aride, un petit peu plus au nord que la Norvège, tout ça. Pour la géographie, tu ne veux pas quitter la Norvège pour aller en Islande, normalement. Là. Mettons que tu ne gagnes pas beaucoup au change en termes de qualité des terres. Exact. Fait que c'est pas, le seul but de vouloir migrer vers l'Islande, si tu es un Norvégien à l'époque, c'est réellement l'attrait de la liberté. Donc, t'attires... Oui, l'attrait de la liberté, fuir les conflits locaux. Exactement. Ça avoir toutes sortes de raisons. Là. Mais l'affaire, c'est que ce système-là, ça a pris quand même 300 ans d'expérience, de tradition accumulée. C'est un truc unique. Puis dans une autre série d'articles, j'explique que les situations d'anarchie ne peuvent jamais persister. C'est pour ça que moi, ce que je dis, contrairement à d'autres personnes, c'est pas que l'État est un mal nécessaire, c'est qu'il est un mal inévitable. Donc, comment tu fais pour le gérer? C'est que si tu es une société anarchique qui devient riche, ben à un moment donné, le roi dans le pays à côté va regarder puis il va se dire Donc, soit tu dois développer un État pour résister à la prédation des autres. Donc là, dans ce cas-là, c'est un mal inévitable, mais nécessaire un peu. Est-ce que c'est ça qui est arrivé en Islande? Ben, l'Islande n'a pas développé un État pour se protéger. Elle a été conquise par le roi de Norvège en 1215. Il y a eu une annexation progressive, mais à partir de 1215, la population de l'Islande diminue graduellement jusque vers 1700 à peu près. Donc, fait que le bonhomme en Norvège cette année, là, je les taxe puis ils s'en vont pareil, ben sacrifice, on va aller voler le terre puis c'est tout. Là. Ben c'est ça. Fait qu'il était... L'idée de... Ça peut paraître saugrenu un peu aujourd'hui, là, mais l'idée de vouloir comme abolir l'État ou renverser l'État parce qu'il y a un abus ou il y a... À un moment donné, tu arrives à un seuil où ça n'a plus de sens. Ça paraît aujourd'hui parce qu'on est Statrix all the way, là, mais c'est une idée qui est présente depuis vraiment, vraiment longtemps chez plein de penseurs au fil du temps qui ne sont pas forcément là, des libéraux ou des libertariens ou whatever. Là. C'est une idée qui est un des célèbres qui a pensé à ça, c'était Thomas Hobbes dans son livre Le Léviathan. Parce qu'il y a un bout que tout le monde parle de Thomas Hobbes, c'est lui qui, pour les auditeurs, c'est le gars à qui on prête la citation « L'homme est un loup pour l'homme ». Et que ça prend un gouvernement puis un État, dans le fond, pour gérer la violence entre les individus. Mais il dit aussi, plusieurs fois dans le bouquin, que si l'État ne fait pas son travail, le peuple est légitimé de se révolter contre le Léviathan et éventuellement de le renverser. Et c'est l'idée que tu peux renverser l'État, là, c'est présent dans toute l'histoire des idées. Tu peux remonter jusqu'aux Grecs. Aujourd'hui, on voit ça comme un truc d'extrémiste exalté, là, mais je veux dire, les gens avaient conscience de cette idée-là, c'est que peu importe le système que tu prends, que ce soit une démocratie, une monarchie, whatever, il faut qu'à un moment donné, il y ait l'idée que tu peux révoquer le pouvoir du Léviathan. Là, le port des armes à feu aux États-Unis, c'est ça. Oui, mais attends, le problème, c'est que quand l'État disparaît, ça ne veut pas dire... Parce que là, ce que je viens de dire, c'est que l'anarchie fonctionne mieux que ce qu'on pense. Elle est capable de livrer des résultats très comparables. Le problème, c'est que ça ne veut pas dire que de départir d'un État va nécessairement améliorer la chose. Parce que des systèmes, des équilibres, là, quand tu as développé des règles autour, que tu as plusieurs types d'institutions qui se gouvernent, puis que ça juxtapose entre eux, quand tu détruis l'équilibre, ça ne va pas être remplacé par un nouveau truc du jour au lendemain. Là. Le truc islandais que j'ai décrit a pris 300 ans à graduellement faire du tinkering à la marge, de jouer avec les paramètres aux frontières de ça, puis que ça a émergé organiquement. Si tu as un state collapse, là, fait, quand ils l'ont enlevé, cet équilibre-là, puis tu l'as remplacé par un nouveau truc imposé d'en haut, ça a empiré les choses. Puis on a un peu plein comme de l'effondrement de l'Union soviétique. Là.
Mais quand tu regardes tous les petits cas où est-ce que les gens se gouvernaient avec peu d'État, puis qu'est-ce qui arrive quand l'État se décide de gérer ces sociétés-là? Tu as plusieurs travaux, tu as notamment James Scott qui s'appelle The Seeing Like a State, puis tu as plusieurs autres petits livres d'articles qui se concentrent sur des microcosmes. Puis dans tous les cas, le niveau de vie baisse après que l'État essaye de remplacer un ordre qui émergeait organiquement, ou du moins il cesse d'augmenter et de s'améliorer à la même vitesse qu'il s'améliorait avant. Par contre, on a aussi l'autre extrême, c'est quand on voit des États qui s'effondrent, ben les choses s'empirent. Donc, tu as l'espèce de problème, c'est qu'une fois que tu as un équilibre et que tu le changes, ben ça va s'empirer. Puis même si tu as un État de l'autre bord, c'est pour ça que quand les libertariens disent « Moi, est-ce que tu pèses le bouton? » Ma réponse à moi, c'est non. C'est parce que tu ne peux pas remplacer un ordre établi par un autre ordre. Tu ne peux pas inventer un nouveau monde comme ça. L'avocat du diable, Vincent. Est-ce que la présence du bouton nous donnerait des meilleurs États? Ça, c'est une maudite bonne question que je n'avais pas pensé. Juste pour dire, avant que ça peut te permettre de réfléchir pendant ce temps-là, mais l'idée de Rothbard, c'est un peu c'est directement inspiré d'un bonhomme qui s'appelle Ludwig Erhard. Lui, c'était le ministre de l'économie en Allemagne juste après la guerre. Et ce qui s'est passé, c'est que, ce qu'on explique dans l'article du Mises, c'est que les nazis avaient une politique monétaire inflationniste. Là, et quand la guerre s'est terminée, il y avait crissement de l'inflation, il y avait plein de problèmes X, Y, Z. Et je vous lis ce qui est écrit dans l'article. À ce stade, Erhard attrapa son bouton, pour reprendre le concept de Rothbard, et en tant que ministre de l'économie, il avait annoncé un plan visant à remplacer le Reichsmark sans valeur, parce qu'ils sont dans un contexte d'inflation, par une nouvelle monnaie, le Deutschmark, et ainsi réduire de 90% la masse monétaire. En ce qui concerne le contrôle des prix, Erhard avait besoin de l'autorisation des autorités britanniques et américaines pour les modifier. Il ne les a pas changés, il les a complètement supprimés. Il inaugure son plan le dimanche, le 20 juin 1948, alors que les chefs militaires sont absents. Donc, lui, il dit que l'idée du bouton vient d'un affaire de même un peu. C'est que tout chie. Puis là, du jour au lendemain, tu as le ministre qui arrive et qui dit on change de monnaie, on réduit de 90% la masse monétaire qui est en circulation, puis on élimine tous les règlements mais il y a un problème avec l'utiliser, lui. C'est que le bouton, ce qui pèse, c'est que l'État devient meilleur à ce qu'il fait. C'est que là, c'est pas que tu détruis l'État, c'est que tu as un État qui fait les tâches généralement définies comme étant les justifications économiques de l'État. Une gestion saine de la monnaie et un respect des droits de propriété, ce que le contrôle des prix viole fondamentalement. Donc là, ce que tu as fait, c'est que l'État s'est amélioré. C'est sûr que si tu es un standard dans les économistes, tu vas dire que c'était un bénéfice qu'ils fassent ça. C'était naturellement que ça allait générer cet effet-là. C'était facile à prédire, mais ce n'est pas un cas d'anarchie. C'est un cas où est-ce que l'État s'est concentré sur ce qu'il devait faire. Maintenant, le problème, c'est sûr que si tu généralises cette idée-là d'un espèce de reset ou d'un recall ou peu importe comment tu appelles ça à l'échelle globale, parce que là, on comprend que c'est pour l'économie et la monnaie, mais lui, Rothbard, il prend ça puis il amène ça comme au niveau de l'État. C'est je paye ce année, on s'achie trop, je paye sur un bouton, puis on fait ça, mais avec toutes les sphères de la réalité. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple pour dire à quel point, pourquoi je ne veux pas que ce bouton-là existe. Puis c'est pour ça que c'est peut-être la réponse à Yann. Je ne sais pas si c'est si une bonne chose que ça. Peut-être que ça changerait un peu les incitations puis ça les forcerait à faire des bonnes choses. Mais au final, j'ai un petit doute là-dessus. Puis la raison, c'est que il y a eu, puis ça, c'est un de mes collègues qui a fait ça, c'est Peter Leeson. Il a regardé si l'exemple qu'on connaît le plus récemment d'un État qui s'effondre, c'est la Somalie. Et ce qu'il dit, c'est on ne va pas essayer de comparer, de dire que la Somalie, parce que là, ça, c'est comme la réponse maintenant Internet troll, c'est mais si tu es si libertarien que ça, va en Somalie, il n'y a plus d'État là-bas. Leeson, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas la bonne chose. Si tu compares, tu dois comparer la Somalie avant, avec un État médiocre qu'elle avait, avec l'anarchie. Est-ce que la présence... Il y a une guerre civile aussi, là, faut comme... Oui, mais le point qu'il fait, c'est qu'il faut que tu compares avec le comparable. C'est-à-dire, est-ce que, c'est pas que tu dois comparer l'anarchie, mettons, avec la qualité exceptionnelle des institutions américaines. Tu vas comparer, mettons, dans l'espace comparable,
L'espace, c'est que tu peux faire une extrapolation raisonnable, c'est que tu vas comparer avec Ouais, des ouais. mauvais États. Est-ce que l'anarchie, c'est meilleur que des mauvais États? Puis c'est ça que la question genre, que Leeson y pose, puis il remarquait que les choses s'amélioraient en Somalie après la chute de l'État. Donc, tu sais, ça vient un peu avec oh, ben là, je veux dire, la chute de l'État a permis aux choses de s'améliorer. Mais le problème, c'est que avec Kevin Greer, j'ai décidé, OK, regarde, on va prendre tout ce qu'on a comme données, puis on va essayer d'utiliser la méthode que je parle tout le temps ici, la méthode des contrôles synthétiques, puis on va comparer avec les autres sociétés qui ont des États de marde. OK? Puis on va dire, la Somalie avait un État de marde jusqu'en 1992, en 91, puis en 91, elle a plus d'État. Fait que c'est quoi l'effet d'avoir un mauvais État puis de perdre cet État-là via l'anarchie? Pas d'améliorer, juste de ne plus avoir d'État qui est de mauvaise qualité. Puis ce qu'on réalise, c'est que c'est même correct de ne pas avoir un super bon État parce qu'on remarque que la Somalie est toujours en dessous du contrefactuel, donc elle sous-performe ce qu'elle aurait été si elle avait gardé un gouvernement qui était quand même médiocre. C'est pour ça que je dis que... L'importance de la stabilité, autrement dit. Ben c'est ça, des fois, puis ça revient à mon point général, c'est que même une stabilité de mauvaises règles, c'est peut-être un peu mieux qu'une incertitude quant aux règles qui existent. Puis ça ajoute finalement l'importance du poids de l'histoire. Parce que ça serait faux de dire que je ne suis pas un déterministe historique, j'haïs cette espèce de code de pensée que dans notre passé, on a fait ça, fait que ça va toujours nous affecter. Non, mais tu ne peux pas non plus effacer le poids de l'histoire. Puis penser qu'en remplaçant par un truc nouveau du jour au lendemain, les choses vont devenir, on va passer dans un monde, comme on dit en anglais, une sorte une idylle terrestre, l'Arcadie, l'utopie. Non, ça ne marche pas. Je pense que c'est la raison pourquoi tout ce que vous dites depuis tantôt par rapport à ça, c'est la leçon qu'on a tirée de ça, c'est si vous voulez changer fondamentalement le système, vous devez trouver des moyens progressifs de le faire. Vous ne devez pas vous imaginer... à la marge. Exactement, vous ne devez pas vous imaginer, OK, je rentre au pouvoir et j'ai 4 ans pour tout crisser à l'envers. C'est beaucoup plus, bon, OK, on va y aller en priorité. Qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact rapidement? Va être le moins disruptif pour les gens dans leurs habitudes de vie, dans leur méthode de contrôle, dans leur méthode de dealer avec l'État. Et progressivement, on va faire les changements à la marge pour aller dans la bonne direction. Ce que ça prend pour faire des choses comme ça, ou est-ce que tu ne vas pas juste changer des petits programmes, mais tu vas aussi changer les règles du jeu fondamentalement, ça prend des gens qui comprennent très bien où est-ce qu'ils doivent aller. Donc, qui sont des fervents défenseurs, oui, du libéralisme, mais qui comprennent le libéralisme en profondeur et qui sont patients. Donc, ils comprennent qu'il y a une forme d'éducation à faire pour amener la population à accepter certains changements. Pas juste éducation, convaincre. Exact, convaincre. Puis, qui doivent prendre le temps de faire les choses tranquillement, parce que s'ils vont trop vite, les résultats pourraient être défavorables, donc baisse de PIB, par exemple, et pourraient amener un effet complètement contraire à ce qu'ils veulent. C'est un rejet immédiat, définitif, et on ne veut plus jamais revoir ça chez nous, de la population, qui pourrait être une catastrophe éventuellement. Donc, tu dois faire goûter le libéralisme aux gens, mais à petite dose, parce que sinon, tu es dans une position où est-ce que tu pourrais carrément créer un chaos qui serait difficile à contrôler. C'est pour ça que je ne crois pas vraiment aux écoles de grosses réformes. En fait, je pense pour ça que je dis que si jamais je me retrouvais malheureusement à faire de la politique puis que je prenais le pouvoir, la seule chose que je ferais, c'est de ramener comme un paquet d'institutions qui augmentent le nombre de check and balance puis qui ajoutent du sable dans l'engrenage de l'exercice politique. Mais je te dirais pas, tu sais, make the PLQ liberal again. On l'avait pas dit encore. On l'avait pas dit merde, j'avais dit qu'on commençait chaque épisode avec ça. Hashtag make the PLQ liberal again. Si, mettons, je faisais ça, la première chose que je ferais, c'est ramener le conseil législatif. J'augmenterais la taille de la Chambre à 600 députés, puis je baisserais les salaires à 1$ par jour. Hey, apparemment que la raison pourquoi ils veulent 30% de plus nos députés au Québec, c'est justement... Parce qu'ils travaillent super fort. Ils travaillent plus que les autres parce qu'on aurait aboli cette chambre législative-là. Ce serait un des arguments avancés. Toutes les autres provinces aussi, ils n'ont pas ces chambres-là. Mais moi, je ramènerais cette chambre-là, comme ça, on baisserait leur charge de travail. Non, mais l'autre argument, Yann, oublie-le pas, c'est que
pour attirer des gens de qualité, il faut que tu les payes plus cher. C'est OK. pour ça qu'au fédéral, il y a vraiment des députés plus de qualité qu'au provincial. Moi, Fait que là, tout avec s'explique. plus... Ben oui, avec plus 30%, Éric Kerr démissionne. Non, Parce il y a qu'il plus de. En fait, n'y a pas mais ça, suffisamment de qualité pour rester en place. là. j'y crois pas à cet argument-là sur Ben non, c'est pas l'incitation vrai, des salaires. Parce que les talents spécifiques que tu as besoin en politique sont pas nécessairement sont pas liés à. Moi, c'est pas 30 000 $ qui me manquait pour aller en politique. Là. Je te le dis tout de suite. Là. Non, en effet. Non, mais, Mais- excuse-moi, là, excuse-moi, mais que des politiciens disent des choses comme ça, c'est un aveu sur le genre de personnes qu'ils sont. Tu es en train de me dire, toi, que si tu es le premier ministre, puis si, mettons, tu te fais rencontrer par le premier ministre ou son chef de cabinet, puis tu te fais dire, écoute, on serait intéressé, t'as vraiment non, mais juste finir, t'as vraiment un bon CV pour être ministre de l'Éducation, mettons, ou ministre de la Santé, c'est toi que ça me prend. Puis là, le gars, il fait, écoute, si c'était 30 000 de plus, j'irais, mais là, c'est pas assez. Là. Excuse-moi, quel genre de personne que t'es, là. Non, mais t'as-tu remarqué ce que j'aime là-dedans, c'est que ceux qui en parlent, c'est généralement des gens qui se prononcent d'aimer la démocratie puis qui veulent que ce soit représentatif. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que ce que tu veux, c'est avoir un mécanisme qui fait un effet de sélection pour que des gens plus riches veulent participer davantage au processus politique. C'est ça, non, mais fondamentalement, c'est ça. L'argument implique que présentement, le salaire est trop bas pour attirer des gens à haut revenu de vouloir participer au processus. Right. Et donc, ils sont plus de qualité pour cette raison. C'est un peu ça qui est implicite dans l'argument. Mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est que ce que tu veux, c'est que la composition de la Chambre change. Parce que si tu baisses les salaires, ce que tu risques d'avoir, c'est une représentation qui va représenter une proportion plus importante de gens qui n'ont pas nécessairement des hauts salaires. Puis là, tu es en train de me dire c'est ça que tu veux. Je veux dire, je veux juste réaliser, tu peux dire ça. Puis dans ce cas-là, tu serais un défenseur de ce qu'on appelle l'épistocratie, c'est-à-dire l'idée que tu veux des gens qui ont plus de savoir dans les sphères de pouvoir, mais tu ne peux plus dire que tu veux que l'homme oublié, le commun des mortels, puisse participer au processus. Tu n'es pas en train de dire ça. Tu es en train de te créer une incitation qui défavorise la participation des plus basses classes de revenus. Donc, c'est pour ça que quand je dis que ce que j'aimerais, c'est que si, mettons, je devais, pour revenir à notre propos sur la question de l'anarchie, puis pourquoi je ne voudrais jamais appuyer sur le bouton, c'est parce que je ne veux pas changer des systèmes radicalement du jour au lendemain. Un ordre établi doit être changé. Si tu veux l'améliorer, tu ne peux que laisser la place à des gens de le changer de l'extérieur par l'innovation, par l'entrepreneuriat, par des nouvelles organisations on the side. Fait que, l'activité communautaire étant probablement supérieure à l'activité politique. Et sinon, ce que tu dois faire dans ce cas-là pour créer cette marge de manœuvre pour la société civile de faire ces innovations-là, c'est de limiter le plus possible la sphère du politique. Et la seule manière que tu peux faire ça, c'est d'introduire des réformes qui font en sorte que lorsqu'une loi est passée, ce n'est pas un truc qui est à la pluralité ou à la majorité, c'est que ça rapproche du consensus. Donc, une chambre qui est plus grosse. Un mode de scrutin qui peut-être est proportionnel pour une chambre basse, mais qui a un processus complètement différent pour une chambre haute. Que les gouvernements municipaux reçoivent plus de pouvoir relativement aux gouvernements provinciaux, que le gouvernement provincial perd le pouvoir de créer les municipalités, donc les municipalités deviennent protégées constitutionnellement. Peuvent faire faillite. Donc, pas des dettes assurées par... Ça change de quoi? Hein? Aux États-Unis, les municipalités peuvent faire faillite, mais pas au Canada. N'oubliez jamais ça. En fait, ils peuvent techniquement dire qu'ils ne sont pas capables de remplir leurs obligations, mais dans un tel cas, les obligations qui sont... C'est là le problème. Plein de trucs en finance, je peux regarder dire outstanding obligations. C'est quoi en français? Les dettes outstanding. Les dettes. Les dettes qui restent, donc tout ce qui ne sont pas capables de couvrir, c'est le provincial qui doit le couvrir.
Puis si le provincial fait faillite aussi, by the way, c'est le fédéral qui doit couvrir. Moi, ce que je dis, c'est que tu devrais pouvoir laisser les villes individuellement faire faillite. Je garantis que la gestion municipale s'améliore. Mais remarque que toutes les Mais choses ça que j'ai n'arrivera proposées, jamais, ça, parce que tu le remarqueras gouvernement. que j'ai pas dit, tu sais, que si je devenais premier ministre avec, disons, 51, avec 63 sièges, que je privatiserais Hydro-Québec, que je libéraliserais l'alcool, que je ferais comme une sorte de réforme thatchérienne. Malheureusement, je ne veux pas faire ce type de choses-là parce que je ne sais pas si des réformes radicales, c'est nécessairement, même si individuellement les réformes sont des bonnes choses, right? Je pense qu'elles sont bonnes, je pense que normativement, c'est meilleur de privatiser puis de libéraliser. Mais l'affaire, c'est que changer la société, penser que c'est à moi de la changer avec le pouvoir qui m'investit, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec cette proposition-là parce que je pourrais faire des dommages, faire en sorte que ça prend longtemps à s'ajuster. Puis au net, ça pourrait même créer un backlash contre les idées que je crois justes. C'est pour ça que ce que je préfère... Ça dépend. Il y a des affaires comme la libéralisation du marché de l'alcool est tellement souhaitée par la population que ça, je pense, t'as pas de problème à aller là. Je pense qu'Hydro-Québec... par les choses moi, je pense qu'il faut que tu commences par les choses qui provoqueront rien de négatif, entre guillemets, puis ça va générer comment je pourrais dire ça? Ça va générer des trucs positifs pour la très vaste majorité des gens. Là. Permettre aux gens d'acheter des bouteilles de vin qui ne sont pas de la piquette au dépanneur. Je vois pas ce que ça change. Il n'y a pas personne qui va souffrir de ça. Des petits changements comme ça, je préfère ça. Mais aussi la manière dont je le vois, la manière dont j'ai toujours vu comment tu t'en fais pour arriver à une société plus libérale. T'as-tu déjà vu un arbre qui pousse à travers une clôture? Mm-hmm. Tu vois que l'arbre, c'est comme la clôture fait partie de l'arbre. Ouais. Ça a l'air weird un peu à regarder. Mm-hmm. Moi, c'est comme ça que je vois généralement la manière dont on peut pas réduire l'État. Oui, réduire l'État, réduire la pertinence de l'État. C'est que je veux que les autres chevaux qu'on a, l'innovation, la taille des marchés, la société civile courent plus vite que le cheval de l'État de telle sorte que, OK, il est toujours là, mais on l'a minimisé sans essayer d'y couper les jambes. Puis là, dans ces cas-là, généralement, c'est parce que les changements sont plus acceptés, sont plus encouragés par les gens, parce que les gens ont opt-in dans ces changements-là. C'est ce que la gauche fait depuis longtemps. Je veux dire, la gauche, officiellement, quand les ailes... pensons, moi, j'ai le BAP en tête avec ce que je vais dire. Est-ce que la gauche est arrivée et elle a dit, écoutez, on va s'opposer à tous les projets d'infrastructure qui existent, puis ça va être juste ça, notre plan de match environnemental? Pas tout. Ils sont arrivés, ils ont dit, non, regarde. Oui, ils s'opposent, puis oui, ils font du bruit dans les médias, puis tout ça. Mais la chose la plus efficace qu'ils ont fait au fil du temps, pour mettre des bâtons dans les roues au développement économique, parce que c'était leur objectif, c'est le BAP. Ils ont dit, regardez, on va vous sacrer un organisme réglementaire, obligatoire, long, lent, pour analyser chacun des projets d'infrastructure que vous voulez faire. Des fois, ils se font pogner. Leur propre projet ne passe pas l'évaluation de leur propre organisme, mais là, dans ce temps-là, ça compte plus. On fait comme si ce n'était pas arrivé. Mais ça, quand on parle de moyens de changer les règles du jeu pour non pas que les changements qui sont implantés vont être efficaces pendant ton mandat, mais vont être efficaces à plus long terme, je pense que c'en est un bon exemple. Eux autres, pour les auditeurs qui ne savent pas peut-être c'est quoi, là, on a du monde un peu partout. Le bureau d'audience. C'est ça, le bureau d'audience publique sur l'environnement. Donc, quand il y a un projet, il doit passer cette étape-là où, bon, là, il y a des gens qui viennent faire des représentations, etc. Puis là, on dit si c'est bon, si c'est pas bon. Évidemment, tout le monde qui a un organisme qui finit par Québec se présente. Puis il y a ton Québec, Vélo Québec, Marcheur Québec, pas tant de choses, et tout le monde vient dire que c'est pas bon. Puis là, ben, éventuellement, on délibère là-dessus dans un rapport. En fait, ils produisent un rapport, les gens du BAP. Puis je suis obligé de te dire que moi, j'avais consulté celui qu'ils ont fait pour le tramway de la Ville de Québec, là. Puis il y a quand même des... Je dis pas que c'est le genre d'organisme que tu veux avoir absolument, mais le rapport qui avait été produit en disait long sur genre comment le projet avait été ficelé, comment c'était... Mais je peux-tu avoir un BAP pour les nouvelles taxes, moi? Ah, tu veux implanter une nouvelle taxe? Pas de problème. Voici le processus administratif qui prend 3 ans, mon ami. Tu ne seras pas ça dans un budget vite fait, là. Il y aurait aussi les sunset clauses que j'aimerais qu'ils reviennent. Donc, c'est-à-dire que tous les 5 ans, il faut que tu revotes
sur quelque chose. C'est-à-dire qu'une fois que c'est créé, il faut que tu fasses des processus de reconduite. Le debt ceiling, ce qu'on voit aux États-Unis présentement, le plafond de la dette, c'est exactement ça. Il faut toujours que, je pense que c'est la Chambre des représentants, si je ne me trompe pas, approuve un rehaussement du plafond de la dette pour que le gouvernement puisse s'emprunter. Si ce n'est pas fait, les États-Unis d'Amérique sont en défaut de paiement. En lockdown, éventuellement. Ah, mais sais-tu ce qui est le fun de ces affaires-là? C'est que plus tu répètes le processus, plus tu augmentes le nombre de trucs, plus ça crée un mécanisme où il y a un backlog et ils ne peuvent plus faire de nouvelles activités législatives. Parce que ce que tu crées, c'est que s'il faut qu'on mette à l'agenda qu'il faut revoter sur une loi qu'on a passée il y a 5 ans, on n'a pas de temps pour voter sur une autre loi nouvelle qu'on a proposée. On les occupe. Donc, ce que tu veux créer justement. C'est pour ça que les gens pensent, les comités parlementaires, ça a l'air con, puis c'est complètement inutile. C'est excessivement utile parce que ce que ça fait, c'est que ça ajoute du sable dans l'engrenage. C'est ça que tu devrais vouloir, parce que plus tu ajoutes du sable dans l'engrenage de l'exercice politique, puis les gens disent, mais là, c'est pas efficace. Non, c'est super efficace parce que ce que tu fais, c'est que, tu t'assures que si quelque chose est passé, c'est probablement consensuel, donc les gens sont pas mal d'accord. Et si c'est pas passé, ben, ça donne le temps à la société civile de répondre ou que l'État ne va jamais intervenir pour commencer, ce qui laisse des poches de liberté dans lesquelles les gens peuvent innover, créer, et là, donc, surclasser l'État, trouver des solutions, puis ça crée une sorte de contrainte à l'État de rester dans sa voie à lui. Puis ça permet de faire ressortir des choses aussi, tu sais. Les gens qui n'ont jamais vu de loi dans leur vie, là, en général, à part quelques exceptions, c'est quand même long, c'est quand même fastidieux à lire, c'est poche. Sans manquer de respect aux gens qui sont dans ce milieu-là, là, mais c'est vraiment ardu et désagréable pour le commun des mortels. Bon, mais quand il y a une commission parlementaire, le jeu des questions, le jeu des réponses fait souvent en sorte que c'est là que tu apprends que, OK, il avait comme mis ça un peu caché, un peu comme l'étude d'un budget. C'est quand tu fais le budget sort, on a les grandes lignes de com, mais si personne ne va vérifier dedans, un peu comme Yann a fait, puis nous arrive avec... Tu sais, les affaires que tu avais sorties, Yann, au dernier budget, là, je les ai lues nulle part. Nulle part. Ben ça a un intérêt, moi, je trouve, d'un, pour l'information du public. Mais tu sais, ça a l'air un peu grandiloquent, ce que je dis, mais pour la démocratie en général, tu veux qu'à un moment donné, les documents puis l'activité législative du gouvernement qui est là, ben, qu'on puisse avoir un œil un peu plus aguerri là-dessus à un moment donné. Fait que, on a bien beau dire, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Ouais, mais il y a beaucoup d'informations qui vont se perdre si ces trucs-là sont pas faits. Là. Parce que tu le verras pas que, ils ont essayé aussi d'inclure dans telle affaire tel autre dispositif qu'ils n'avaient pas dit au départ. T'sais. La pire affaire qu'on a dans nos affaires, c'est leur permettre le droit de faire des lois spéciales, par exemple. T'sais, ils arrivent en fin de session parlementaire, ils n'ont pas le goût de coucher au Parlement. Fait que là, ils passent des affaires sous baillon, puis bang, 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 bang. Là, tu te fais rentrer l'omnibus dans le fond de la gorge en catastrophe. Si on leur enlevait le droit de faire ça, dire non, toutes les lois doivent... juste circonscrire l'usage de ça, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses accepter à l'unanimité une situation d'urgence. Exactement. Unique. Puis là, tu dis, dans un cas circonscrit comme celui-là, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que, encore une fois, ça revient. Là, on a vraiment parlé du truc d'anarchie pendant longtemps, l'affaire du bouton, mais l'idée, c'est que tu devrais jamais. Il y a vraiment juste des utopistes stupides, selon moi, qui pensent que tu peux, du jour au lendemain, peser un bouton puis créer un monde parfait. Hey, va chier, man. J'ai dit au début du podcast que je trouvais ça le fun, ce bouton-là. Tu viens de me traiter de stupide dans mon podcast. Une fois que c'est lui qui fuck yourself, man. Je veux dire, je pense que c'est stupide. Je pense que c'est stupide parce que c'est dangereux, même. Non, mais tu peux quand même dans la vie avoir un idéal que tu sais qu'il ne s'appliquera pas, puis tu sais, dire, je le sais que c'est pas responsable, mais mettons, j'aimerais savoir que ça existe. Ben, toi, t'aimes l'exercice de penser. Mais au début, j'ai fait attention de dire, t'as remarqué qu'au début, j'ai dit des principes, pas nécessairement un idéal. Tu sais, je veux dire, je comprends que je peux imaginer les idéaux libéraux, mais en réalité, quand je dis les idéaux libéraux, ce que je devrais dire,
Pour être vraiment précis, c'est les principes libéraux. C'est-à-dire le respect des droits naturels, que l'État, mes droits précèdent l'existence de l'État et l'État peut seulement reconnaître ce qui m'est dû comme liberté, que la tolérance, c'est pas juste un truc de loi, c'est un truc d'esprit dans comment tu le fais, que la liberté d'expression, c'est pas juste de ne pas empêcher quelqu'un d'utiliser sa propriété pour s'exprimer, mais aussi de dire que même si j'aime pas ce que tu dis, je devrais te répondre exclusivement au lieu de... que tu as un devoir de responsabilité de répondre. Ça, c'est les principes libéraux. C'est pas un idéal, là, dans le sens que j'ai une utopie libérale, j'ai un monde libéral. L'idéal, c'est de respecter ces principes-là de manière absolue. C'est ça l'idéal. Mais dans ce cas-là, de respecter ces principes-là, c'est un idéal, mais le problème, c'est que si je les respecte, le besoin de les respecter implique qu'il y a un violateur quelque part et donc qu'il n'y a pas d'utopie. Si je dis il y a des opinions qui sont stupides et qui sont dangereuses et que je dois des opinions illibéraux, donc il y a un nazi demain matin qui se met à dire des niaiseries, comme libéral, ma job, c'est de lui répondre et de le remettre à sa place. Puis de lui dire que c'est un imbécile, puis d'y expliquer, puis de démontrer à tous les autres pourquoi. Mais la réalité, c'est que il y a pas le fait que je dois faire cet exercice-là implique qu'il n'y a pas l'utopie, il n'y a pas une utopie libérale. Le gars, il est là pour essayer de la tuer. Il est là pour essayer de la détruire. Fait que, par définition, on ne peut plus exister. Là. Il n'y a pas un monde où est-ce que tout le monde va être heureux. Il y a quelqu'un qui est malheureux à l'égard de cet ordre-là et il veut l'attaquer. Malheureusement, il n'y en a pas d'utopie libérale. Ceux qui pensent ça, là, si vous êtes un libéral et que vous pensez que ça existe, vous êtes dans le champ. Vous ne comprenez pas c'est quoi le libéralisme. Mais tu sais, moi, ce bouton-là, je le trouve trop extrême pour l'État au complet, mais j'aimerais qu'il existe pour le gouvernement, un peu sur le même principe que théoriquement... Les individus, autrement dit. Oui, bien un peu le même principe que le gouverneur général. Techniquement, c'est un peu ça qu'il y a. Là. Sur papier, c'est un bouton qu'il y a, puis s'il pèse dessus, la Chambre est dissoute et on part en élection. Ça, j'aimerais ça que ce bouton-là existe. Je ne sais pas de quelle manière. Là, on parle pour parler, on refait le monde. Là. Mais j'aimerais ça que ce système-là existe, un peu comme tu peux avoir le processus de destitution dans certaines juridictions, notamment aux États-Unis. Je pense que d'avoir un mécanisme comme ça, qui ne détruit pas l'État au complet, là, on comprend, c'est pas ça l'idée, mais qui a un genre de processus de recall, là, où, à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, le gouvernement dérape ou fait l'inverse de ce qu'il a dit qu'il était censé faire et prend une direction qu'un autre contre-pouvoir juge que ça dépasse une certaine limite, ben là, tu as ce bouton-là, puis à partir du moment, on comprend le bouton, c'est un truc imagé, là, mais à partir du moment où on pèse sur le bouton, il y a un recall et on retourne en élection. Là. Quitte à me répéter, puis à me frotter le chest, puis à avoir un bas de nylon sur la tête, puis de dire les choses que je dis tout le temps, ce qui compte, c'est les règles du jeu. On ne devrait jamais mettre nos espoirs dans les joueurs, mais uniquement dans les règles qui gouvernent le comportement des joueurs. Les individus sont corruptibles. Mais c'est quoi qui est le fun dans tout ça? Je me répète, hein? Non, c'est ta job, là. Depuis le début, tu ris. Ben, pas tu ris, mais tu dis tout le temps que ton utopie à toi, c'est le Caribbean Highland. C'est ton île. Ça, c'est juste moi tout seul. Ouais, c'est ça. Il y a le pas pire... Il n'y a pas d'autre être humain dans l'arnaque. Mais le pire, c'est que il y a une logique derrière ça, dans le sens que ton utopie, c'est pas devenir le roi d'une société qui existe déjà puis t'abolirais toutes les règles, parce que tu viens de dire carrément que ce serait pas logique, ce serait pas cohérent, puis on pourrait même créer des problèmes avec ça. Par contre, tu dis, si on part d'une île complètement vierge et que j'établis une anarchie royale sur cette île-là, ça pourrait faire du sens. Je veux dire, t'as vraiment réussi à être conséquent dans tes principes depuis le début de cette série de podcasts-là qui remonte à quasiment 2 ans. C'est vrai, ça fait 2 ans qu'on fait ça. Parce qu'on est quoi? En épisode quoi? Le 90, genre? Quelque 92. Chose 92. Ouais, puis on a sauté une couple de semaines. Fait que si on saute les semaines qu'on a sautées, on est pas mal pas loin de 104, là. On est pas mal à 2 x 52, là. Je suis pas mal sûr. Ouais, c'est ça. Mais merci. Pour moi, me faire dire, je pense, de tous les compliments qui existent, de me dire que je suis conséquent, c'est probablement celui que j'aime le plus.
Ben, Est-ce que tu les peux pas autres dire que sont- t'es beau, sacrément? Non, mais, Non, mais faut c'est pas souvent faut ce pas qu'on mentir non plus. Non, mais tu as raison de le prendre de même parce que c'est souvent ce que les gens méprisent le plus des intervenants. C'est quand quand tu googles leur nom puis tu as un article de eux qui disent le contraire de ce que tu es en train de lire, puis on est 6 mois plus tard. Ça, en général, c'est un peu de là que vient la crédibilité, je pense. Là. La crédibilité, c'est pas. Tu sais, quelqu'un peut se tromper, quelqu'un peut faire des erreurs, quelqu'un peut écrire un jour un mauvais article ou whatever. Mais je pense que la crédibilité, elle vient de la consistance des principes. Mais Frank, Dans le pourquoi temps, on est tout le temps accusé de ne pas être constant et de ne pas être cohérent dans nos affaires par nos adversaires? Parce que, écoute, moi, je le dis souvent, tu peux dire bien des affaires sur mon cas, mais de m'accuser de manque de cohérence, j'ai jamais compris pourquoi. Écoute, je me suis fait dire, comme je sais pas par combien de personnes pendant la pandémie que j'avais changé. J'ai changé comment, sacrément? J'ai toujours trouvé que En le fait, gouvernement je te n'était pas garantis que compétent. si j'avais su qu'il allait avoir une pandémie, puis qu'il allait avoir telles mesures, puis tu m'avais dit prédis le comportement d'Yann, j'aurais pu le prédire avec un accuracy de 100%. Right? J'aurais pu parier de l'argent là-dessus tellement que je pense que j'aurais pu te prédire. T'es probablement la chose la plus proche dans tes croyances, mon cher, qu'une variable constante. Je veux dire, t'es fiable, on va le dire comme ça. Oh, oui. Mais je comprends pas pourquoi on se fait souvent accuser de ça, alors que crime, au contraire, s'il y a de quoi je pense qu'on a comme qualité, c'est cette constance-là. On a des défauts, là. Je suis sur le bord cabochon des bouts, je m'exprime comme un gars du bas du fleuve, puis chaque trop, apparemment. Mais, je veux dire, tu peux pas dire qu'on manque de cohérence. Puis écoute, des fois, peut-être que je vais avoir erré sur une ou deux choses, mais souvent, c'est des affaires extrêmement mineures. Sur les idées de base, écoute, j'ai l'impression de radoter la même marde qu'en 2005, là. Puis des fois, on est un peu. Mais moi, ça m'arrive des fois là, que je me dis, bon, cette idée-là que j'ai dans ma tête est un peu en contradiction avec le reste du set des principes, mais en général, je le dis dans ce temps-là. Tu sais, je l'ai dit encore il n'y a pas longtemps, je ne me souviens plus c'était à cause de. C'était sur quoi, là? Ah oui, c'était sur la sévérité des peines de justice. Ouais. Tu sais, je me souviens, on était dans un podcast, puis je t'avais dit, ça, c'est peut-être le côté de ma personne qui est plus conservateur que libéral, mettons. En général, je ne veux pas donner de pouvoir à l'État trop. Je me méfie de tout ce qui est gouvernement. Ça me fout la poisse. Mais il y a une partie de moi que quand je vois que des gens vont en prison 2 mois pour une agression, ça me rend malade. Je veux pas que... Puis après, bon, y a-tu des solutions privées à ça? Je le sais pas, là. Mais le côté, genre, sévérité de la justice, puis que sur ce point-là, mais tu sais, je le sais que ça peut paraître comme un contradictoire avec le reste du set des principes, mais je le dis. J'en suis conscient. Je n'essaie pas de dire à tout le monde que... Parce que je ne le sais pas, en fait, c'est quoi la position, mettons, de quelqu'un qui serait, mettons, libertarien par rapport aux prisons. Là. Encore là, je veux dire, pourquoi tu recherches ce désir de pureté-là? Tu as le droit d'être humain un peu puis de dire, écoute, dans un sentiment de haute injustice, parce que quand il y a viol, quand il y a meurtre, quand il y a des crimes contre les enfants, je veux dire, on est en termes de haute injustice. Mm-hmm. Tu dis, écoute, l'ensemble des notions que j'ai de libéralisme, généralement, ils prennent un peu le bord. Parce que là, dans une situation de haute injustice, je pense que c'est là que l'État doit intervenir fortement de toute sa puissance. Mm-hmm. Je veux dire, ça montre pas que tu es incohérent, ça montre juste qu'il y a encore un petit humain en dedans de toi et que tu n'es pas idéologique non plus. Là. Je sais pas si je sais pas si je le verrais de la même manière. Des cas comme ça, c'est la question de comment tu... Parce qu'au final, je vois pas de cas libéral ou illibéral sur la question du niveau de sentence qui est à donner. Ça doit un peu refléter un peu des... Puis c'est là que l'aspect démocratique vient. On peut voter communément sur ce qu'on pense être une sanction. Mais aussi, il y a la question... Non, mais il y a aussi la question, c'est qui détermine la sanction? Il y a des pays comme au Japon où les familles des victimes ont un droit de participer. Donc, par exemple, si tu peux t'entendre avec la famille de la victime pour faire des restitutions. Et donc là, la question, c'est que c'est qui décide? C'est un peu ça la question. Ma réponse de libéral, c'est que je ne sais pas c'est quoi la réponse à ça. Par contre, l'aspect illibéral, c'est si, mettons, il y a absence de justice d'une manière ou d'une autre,
puis que là, tu sais, quelqu'un va, disons, aller faire vengeance sur son enfant qui a été assassiné. Ben là, je comprendrais. Là, je serais d'accord avec le point d'Yann. Là, la nuance serait appropriée. C'est est-ce que j'ai pris en charge quelque chose qui n'était pas dans mon droit de prendre en charge? Puis là, tu sais, je peux comprendre la pulsion. Ben, quand tu prends des exemples un peu plus tranchés, ça illustre peut-être mieux ce que je voulais dire, mais on en a parlé il y a peut-être un mois de ça, puis on avait fait un sondage sur Patreon par rapport à, mettons, la peine de mort. Puis, moi, je l'avais dit à Yann, je dis, moi, il y a 2 voix dans ma tête. Là. Je suis vraiment pas le genre de personne qui pleurerait là-dessus. Là. Ça me dérangerait même pas d'être celui qui le fait. Là. Mais je trouve que c'est une bonne chose que l'État n'ait pas le pouvoir de tuer des citoyens. Tu comprends? Je suis déchiré dans ma tête par rapport à 2 principes. Là. Le principe tu vois, regarde, c'est là encore une fois que je pense, puis tu sais, quand on dit, des fois, c'est bon de ne pas être sûr à 100% de ce que tu dis. Effectivement, parce que la peine de mort, c'est le sujet sur lequel je suis pas mal la même position que Frank, mais il y a des gens, des tueurs en série, des psychopathes, des gens, tu sais, extrêmes, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Edmund Kemper, tu prends la liste là, de tous les gens, le Green River Killer, BTK, tous des gens là, que moralement, tout le monde est répugné par leur existence. L'aspect cathartique de s'en débarrasser pour la société a quand même quelque chose qui est difficile à ne pas nier parce qu'ils sont tellement répugnants que est-ce que ça veut dire que j'aime l'alternative de donner à l'État ce pouvoir-là? Non, mais je ne te cacherai pas que si demain matin, ils avaient mis... Si Jeffrey Dahmer n'avait pas été assassiné en prison puis c'était l'État qui l'avait mis sur la chaise électrique, de la même manière qu'ils ont tué Ted Bundy, je te dirais que je perdrais zéro unité de sommeil sur ça. Sauf que la raison pour laquelle, mettons, tu as comme moi cette petite voix-là dans ta tête qui t'empêche d'être à 100% de cette idée-là, c'est que tu dis, c'est que nous, comme libéraux, on a conscience dans notre tête que tu dis, OK, mais si on revient là-dessus et on permet à l'État d'avoir ce pouvoir-là. Jusqu'où l'État va aller. C'est quand qu'il y a un cinglé qui arrive au pouvoir puis qui décide d'élargir juste un petit peu les paramètres dans lesquels ça, c'est acceptable. Puis après ça, un autre, puis après ça, un autre. Puis finalement, pourquoi qu'on ne permet pas quand quelqu'un fait sédition, ou autre, genre, pourquoi, dans le fond, Snowden ou ce genre de personnes-là ne pourraient pas être. On a tout un petit autoritaire en dedans de nous. Je vais donner un exemple. Accepter l'imparfait par peur de l'inacceptable. Ouais. C'est un peu ça. Tout le monde a un petit autoritaire en dedans d'eux, puis certaines personnes, le personnage autoritaire dans leur esprit est plus grand que d'autres. Donner un exemple, j'ai écrit un texte ce matin bien smooth sur augmenter l'autonomie des écoles. Puis je savais que ça allait être quoi la critique principale du texte, c'est qu'il y a des gens plus à droite qui allaient dire « Ouais, on sacrément donner plus d'autonomie à des enseignantes qui veulent changer le sexe des enfants. » Tu vois un peu le genre, là. Le défaut de l'autonomie, c'est justement, l'autonomie implique que tu permets aux gens d'innover plus, que tu permets aux gens d'essayer plus de choses. Ça veut dire qu'il va y avoir des très bonnes choses qui vont sortir de ça. Les très bonnes choses vont généralement être copiées, mais ça veut aussi dire qu'il y a de la cochonnerie qui va sortir de ça. Il y en a qui vont essayer des idées stupides, puis qui vont, si tu leur donnes plus d'autonomie, ils vont... Il y a des gens, tu lui donnes de la corde, ils se pendent avec. Là. Fait que tu sais, l'acceptation du non-conformisme amène éventuellement les gens à accepter les bienfaits et les choses moins réduisantes qui vont sortir. Tu sais, dans un contexte où est-ce que... On a eu l'histoire des enseignantes cette semaine là, qui voulaient abolir la fête des mères, la fête des parents. Ça a fait tabac. Quelle histoire insignifiante. Ben oui et non, dans le sens que c'est pas juste arrivé au Québec. Là. Tu vois qu'il y a une petite tendance un peu mondiale là-dessus. Moi, je suis pas tombé en bas de ma chaise quand j'ai lu ça, dans le sens qu'on voit venir ces affaires-là depuis un Christi de temps. Là. Ensuite de ça, c'est que tu arrives, tu te dis pourquoi les gens se révoltent aussi fortement? C'est que le réflexe naturel des Québécois, c'est de penser ce qui a été fait dans cette classe-là va être fait à grandeur du Québec demain matin. Parce que, justement, on est habitué d'avoir un État central fort qui passe une commande d'en haut puis qui descend en bas.
Tu vois qu'il y a quand même eu des petites directives quand tu grattes un peu. Tu trouves des documents qui viennent des ministères ou des commissions scolaires par rapport à ça. Fait que tu te rends compte que c'est pas si isolé que ça en même temps. Mais la vraie crainte exprimée par la population, c'est OK, on est à combien de temps à ce que ça vienne d'une directive du ministère de l'Éducation, cette affaire-là? Ben oui, parce qu'on vit d'un système où tout problème, c'est ce que je disais l'autre fois dans ma chronique sur le micromanagement, là, c'est qu'on est habitué ici de vivre dans un monde où tout problème nécessite l'intervention directe d'un membre de l'État, d'un ministre, d'un premier ministre, pour insuffler là, vers les sujets, là, les grandes lignes à suivre puis auxquelles il faut se conformer. Fait que, tu sais, il y a une infirmière qui vole un cop de beurre d'un hôpital quelque part, puis le ministre sort avec des nouvelles règles. Tu sais, tu arrives à cette situation-là des enseignantes, si on est dans un État où est-ce que les écoles ont beaucoup d'autonomie, tellement d'autonomie au point où est-ce que les négociations syndicales se font au niveau de l'école et non pas du gouvernement. Ils ont tellement d'autonomie qu'ils peuvent renvoyer un employé à leur guise. Tellement d'autonomie que les parents peuvent décider où envoyer leur enfant à l'école publique ou qu'il y a carrément un voucher sur la tête de leur enfant qui fait que le financement va aux écoles qui auront été sélectionnées par les parents. Puis que tellement d'autonomie qu'il y a entre deux écoles côte à côte avec 500 mètres de distance entre elles. Il y a un enseignant qui gagne 75 000 par année, 4 jours semaine, puis l'autre, il gagne 90 000 par année, 5 jours semaine, mais il y a un package de retraite, puis l'autre n'en a pas. Là. Vous voyez un peu le genre, là? Tout est vraiment, vraiment autonome. Dans un contexte comme celui-là, je pense qu'il n'y aurait jamais eu de débat de société sur cet enjeu-là, parce que tu dis, OK, il y a une enseignante qui a erré. Ça aurait été un enjeu local. Exactement. À peine. Le parent qui aurait été insatisfait de ça aurait probablement appelé l'enseignante, dit qu'est-ce que tu fais là, où il y aurait eu une discussion, il y aurait eu une négociation au niveau du parent et de l'enseignante, peut-être à la limite au niveau de la direction d'école, mais jamais ça aurait été une nouvelle nationale. Ce qui amène le fait que ce soit une nouvelle nationale, c'est que les parents craignent vraiment que la directive vienne éventuellement du ministère de l'Éducation dans 1 an ou 2 ans. C'est ce qui amène ça revient au truc des accommodements raisonnables. C'était une des raisons que j'avais commencé un peu à déchanter dans le temps avec l'ADQ. C'était que, te rappelles-tu dans le temps, c'était ce qui avait commencé un peu la chose, tu avais le truc d'Hérouville, mais tu avais aussi les fenêtres givrées du YMCA. Ouais. Puis j'aimerais ça rappeler aux gens que le YMCA est une organisation privée. Exactement. Fait que l'affaire de Hérouville, c'était l'État n'avait pas d'affaire là-dedans. Hérouville, c'était malaisant parce que c'était un État qui établissait quelque chose. Mais le YMCA, c'est de la manœuvre privée de la société pour gérer des différends. Bien, plus l'État est large, plus l'État englobe, plus t'empêches. Par définition, l'État n'est pas capable de faire des solutions locales, localisées, individuelles. C'est du one size fit all par définition. Puis le degré d'homogénéité dépend par le nombre d'unités que tu casses de gouvernement. Donc, si tu as des mini-villes dans des villes dans des super agglomérations, puis tu as comme 25 paliers de gouvernement, bien, fine, tu vas avoir plusieurs unités de gouvernance, mais tu vas avoir dans chacune homogénéité des règles. Donc, tu sais, tu peux pas... C'est sûr que le one size fits all, ce que ça va faire, c'est que tu vas écraser quelqu'un à un moment donné, tandis que plus l'État occupe moins d'espace dans la société civile, plus tu laisses des gens à trouver des bargains qui fonctionnent pour eux. Puis plus les gens tolèrent les mauvaises idées. Puis plus les gens tolèrent les mauvaises idées. Moi, je trouve que la société québécoise est rendue extrêmement... Ou les remarquent même pas. Hein? Oui, exactement. Mais la société québécoise est rendue extrêmement tolérante aux mauvaises idées parce que, principalement, on trouve que ces mauvaises idées-là se répandent vite, généralement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, mais on a perdu la culture de l'expérimentation au Québec. On a perdu la culture de, écoute, c'est correct de donner de la liberté aux gens. On va essayer toutes sortes d'affaires. Il va y avoir des choses bonnes qui vont être copiées, des choses moins bonnes qui vont être décriées, qui vont être annulées. Mais le résultat de tout ça, c'est que tout le monde va grandir éventuellement. Au Québec, on est rendu une société qui aime contrôler, qui souhaitent la sécurité où est-ce que les décisions viennent d'en haut pour ne pas avoir à réfléchir par eux-mêmes et surtout ne pas avoir à tolérer des choses inacceptables. En bout de ligne, on produit des résultats qui sont totalement inacceptables, mais parce que ça vient avec des bonnes intentions, on a plus de facilité à l'accepter. Je pense que ma réponse à ça, on devrait commencer un truc dans Patreon, là, parce que j'ai une réponse qui est à moitié sérieuse que vous allez aimer. Parfait. Bon, fait qu'on glisse vers la partie Patreon. On va continuer cette discussion-là. Et si on a le temps, on parlera de langue un peu. Les immigrants et le français au Québec.